Salut l'équipe, on est parti pour la petite vidéo pour le module locaux qui va être un peu différente parce que je me suis beaucoup servi de l'application Complete Anatomy pour la faire. Donc voilà. Ici pour commencer, je voulais juste parler d'un truc de principe qui m'a aidé à comprendre vraiment le fonctionnement de l'appareil musculo-squelettique. C'est qu'un muscle, ça reste une structure qui va permettre de faire bouger une articulation. Il faut essayer d'avoir en tête le principe de biomécanique, c'est-à-dire que c'est simplement de la mécanique où on a un segment mobile et une traction qui va se faire via le muscle et qui va faire bouger ce segment-là. Et donc, avoir les insertions des muscles, ça va nous permettre de vraiment comprendre leur action. De par leur trajet, on va se dire, tiens, si ce muscle-là se contracte, donc se rétracte, s'il tire sur le segment mobile, quel va être le mouvement de ce segment-là. Et donc de penser comme ça permet de trouver les actions des muscles juste en connaissant plus ou moins leurs insertions. Ok, on va partir sur l'épaule avec plus précisément les muscles de la coiffe des rotateurs. Et pour commencer, on va parler un peu du supraspinatus qui s'insère du coup dans la fosse sus-épineuse et qui va s'insérer distalement au niveau de la face supérieure du trochité. Et de par ces insertions, si on réfléchit avec l'anatomie, si on contracte ce muscle, donc on tire un peu sur l'insertion distale, on va faire lever le bras sur le côté, donc on appelle ça une abduction. Après ce muscle-là, on peut dénommer aussi l'infraspinatus et le teres minor, donc le sous-épineux et le petit rond, qui vont eux avoir plutôt, en fonction de leur insertion qui est plutôt sur la face postérieure cette fois-ci du trochité, avoir tendance à engendrer une rotation externe de l'épaule. Et ensuite, on aura le sous-scapulaire ou subscapularis qui lui va s'insérer à la face antérieure de l'omoplate et va venir distalement s'insérer sur le trochin, donc à la face antérieure de la tête de l'humérus. Et même chose, si on réfléchit avec ces deux insertions-là, ça va engendrer plutôt une rotation interne de l'épaule. On peut aussi ajouter dans ces muscles de la coiffe des rotateurs la longue portion du biceps qui va s'insérer, qui va passer au-dessus de la tête de l'humérus et qui va s'insérer sur le tubercule supraglenoïdien. Donc en gros, ça veut dire à la face supérieure de la glène. Et en fait, tous ces muscles-là, ils vont avoir un peu la même action. Ça va être de maintenir la coaptation de la tête humérale dans la cavité glénoïdienne. Et en fait, ça contrecarre l'effet du deltoïde qui lui va avoir tendance à élever cette tête de l'humérus et réduire l'espace sous-acromial où on trouve des structures qui peuvent potentiellement être douloureuses comme le tendon du supraépineux ou une bourse sous-acromiale par exemple. Et pour retenir ces différents muscles, on peut retenir SITS par exemple, donc on va avoir le supraspinatus, l'infraspinatus, le teres minor et le subscapularis. Et comme je disais, on peut ajouter aussi la longue portion du biceps. Ensuite, pour rappel, j'ai juste mis en évidence les différents muscles qui s'insèrent sur l'apophyse coracoïde. Donc on a le petit pectoral, le coraco-brachial qui est caché un petit peu derrière la courte portion du biceps. Et comme je viens de le dire, la courte portion du biceps aussi s'insère sur cette apophyse-là, en sachant qu'on dénomme souvent les courtes et longues portions en fonction de la taille des tendons et pas forcément des chefs musculaires ou autres. Et ici, je voulais montrer l'espace en fait qui est délimité par le teres minor en avant, enfin du coup ici sur cette vue en avant, mais du coup au niveau anatomique postérieurement par rapport au teres major qui lui va faire le tour de l'humérus pour s'insérer à la face antérieure et au niveau de la coulisse bicipitale et donc va avoir une action de rotateur interne. Et en fait, ces deux muscles-là laissent un espace qui va permettre au triceps et à la longue portion du triceps de passer et de s'insérer à la face inférieure cette fois-ci du tubercule glénoïdien en opposition avec la longue portion du biceps. Ici, je montrais juste la différence d'insertion entre le dentelé antérieur qui va permettre le mouvement de sonnette externe, donc c'est quand l'omoplate se déporte vers l'extérieur, quand on fait par exemple une abduction jusque vraiment, on appelle ça au zénith, mais au sommet du mouvement. Et ici en transparence, on voit aussi l'insertion du sous-scapulaire. Maintenant, on va parler un petit peu de l'avant-bras, qui est une zone assez complexe au niveau musculaire. Donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça, déjà en enlevant l'aponévrose bicipitale et le brachioradial qui vont nous gêner un petit peu à y voir plus clair. Donc, on commence avec le rond pronateur, qui a une insertion distale qui est plus ou moins à la moitié du radius et sur la face latérale du radius.
pour avoir un maximum d'effet pronateur. Ensuite, si on se décale un petit peu plus médialement, on va retrouver le grand palmaire ou aussi nommé plutôt le fléchisseur radial du carpe qui s'insère distalement à la base des 2 et 3e métacarpes. Et donc, on comprend qu'il va avoir une action de flexion, mais vu son insertion, ça sera plutôt une inclinaison, on va dire, radiale de la flexion, d'où son nom fléchisseur radial du carpe. Ensuite, si on se décale encore un petit peu plus médialement, on aura cette fois-ci le long palmaire qui lui s'insère sur l'aponévrose palmaire. Donc il aura vraiment une action de flexion pure, on va dire. Et encore plus médialement, on aura cette fois-ci le fléchisseur ulnaire du carpe qui a des insertions sur le pisiforme, l'amatum ou l'os crochu et sur la base du 5e métacarpe. Donc même chose, on comprend l'action de flexion et vu l'insertion qui est plutôt médiale au niveau de la main, on comprend aussi l'inclinaison ulnaire ou cubitale. Maintenant, si on descend d'une couche, on va arriver dans la couche intermédiaire des muscles de la face antérieure de l'avant-bras et on va retrouver simplement le muscle superficiel des doigts qui va s'insérer sur la 2e phalange des 4 derniers rayons. Et quand il va s'insérer, en fait, il va se dédoubler, se diviser en deux pour laisser un espèce de petit passage, un petit canal pour permettre au tendon du fléchisseur profond des doigts, cette fois-ci, de passer et d'aller s'insérer sur P3. Donc, pour le retenir, si vous voulez, c'est un peu papa dans maman. Et donc, papa, ça commence par un P, donc c'est le fléchisseur profond qui va s'insérer et aller le plus loin au niveau de l'articulation des phalanges. Après, on aura le long fléchisseur du pouce qui va avoir du coup, vu que le tendon sera plus long, il va s'insérer plus loin et donc il va s'insérer vraiment à la partie la plus distale du pouce, donc la 2e phalange. Et enfin, le 3e muscle au niveau de la loge profonde, ça va être le carré pronateur, donc qui est beaucoup plus distal par rapport au rond pronateur, qui s'insère à la face antérieure des 2 os de l'avant-bras et qui a le même rôle finalement que le rond pronateur. Maintenant pour la face postérieure de l'avant-bras, donc comme j'ai dit tantôt, j'avais retiré le brachioradial, mais il fait partie des épicondyliens et lui il s'insère distalement sur l'apophyse styloïdienne du radius. Ensuite, pour reprendre dans l'ordre des épicondyliens, on aura le long extenseur radial du carpe et puis le court. Et pour retenir leurs insertions distales, moi je me dis que c'est le reflet en fait à la face postérieure du fléchisseur radial du carpe, puisque le long il va s'insérer à la base du 2e métacarpe et le court à la base du 3e, en sachant qu'ici du coup on est à la face dorsale des métacarpes. Ensuite, on va avoir l'extenseur commun des doigts et cette fois-ci, il n'y aura pas de superficiel et profond et il s'insère sur l'aponévrose dorsale des doigts qui du coup aura une action d'extension des différents rayons. On aura entre ce muscle-là et l'extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur du petit doigt qui est un petit muscle et qui est propre à ce rayon-là. Et comme je disais, donc plus médialement, on aura l'extenseur ulnaire du carpe qui lui vient s'insérer à la base du 5e métacarpe. Ok, pour finir sur l'avant-bras, pour retenir les muscles de la tabatière anatomique, moi je pose la main sur la table et en gros je retiens que le muscle le plus inférieur, donc le premier, ça commence par un A, donc c'est l'abducteur. Ça va être le long abducteur parce que je sais que ça alterne long, court, long. Donc ça fait LCL, donc il faut que je commence par un L dans tous les cas. Donc c'est le long abducteur. Et après je sais que l'autre muscle, il n'y a qu'un abducteur et les autres muscles c'est des extenseurs. Donc on a fait long, maintenant on passe au court extenseur. Ce tendon-là il est accolé avec le long abducteur. Et puis ensuite, plus postérieurement et plus au niveau supérieur quand on pose la main sur la table, on va avoir la partie du long extenseur cette fois-ci. Ok, maintenant on va parler un petit peu de l'anatomie de la cuisse, à commencer par, juste pour rappel, l'insertion du quadriceps, où il y a juste un chef qui est biarticulaire, donc ça veut dire qu'il aura une action sur les 2 articulations, ici au niveau de la hanche et du genou. C'est le droit antérieur qui va en fait avoir une insertion sur l'épiniliaque antéro-inférieur. Pas confondre avec épiniliaque antéro-supérieur, où ici on va retrouver notamment l'insertion du couturier ou du sartorius, qui est je crois le muscle le plus long du corps humain.
et qui s'insère à la face interne du tibia distalement, qui est biarticulaire aussi. Moi, je voulais parler en fait d'une zone qui est un peu moins bien connue et retenue, c'est la zone des adducteurs. Donc l'adducteur le plus supérieur, en fait, c'est le muscle pectiné. Donc on voit qu'il a un trajet vraiment très court et que c'est l'adducteur le plus supérieur. Il est vraiment à côté du tendon du psoas-iliaque. Ensuite, on va avoir le court adducteur qui lui s'insère sur le corps du pubis plutôt que la branche pubienne par rapport au pectiné et qui distalement va s'insérer un peu plus en dessous par rapport au pectiné, en sachant que tous les adducteurs ils s'insèrent plus ou moins au niveau de la ligne âpre. Donc c'est une zone anatomique à la face postérieure du fémur et qui permet de repérer les insertions des différents muscles. En dessous du court adducteur, on aura antérieurement plutôt par rapport au grand adducteur en fait le long adducteur. Et comme je dis, le grand adducteur en fait il va être postérieur par rapport au long adducteur. Il s'insère quasiment sur toute la partie de la branche ischiopubienne et il va recouvrir la partie postérieure des adducteurs pour séparer, on va dire, les adducteurs des ischios. Et au bout de ce grand adducteur, à la partie distale, le tendon il va créer l'arcade de Hunter qu'on avait vu en dissection et qui va en fait permettre le passage de l'artère fémorale pour devenir artère poplitée, puisque en fait avant ce passage-là, l'artère fémorale elle est à la face antérieure, on va dire, du grand adducteur et là elle le traverse et devient à la face postérieure du fémur. Pour finir, je voulais juste voir une coupe transversale de la jambe. Ici, on peut y voir la grosse section osseuse qui représente le tibia et la petite le péroné. Et entre les deux, on a la membrane interosseuse. Donc si on commence par le compartiment antérieur, on va y retrouver le muscle long extenseur des orteils qui va s'insérer distalement au niveau des phalanges des 4 derniers rayons. Et puis on va accoler au tibia, retrouver le tibial antérieur et profondément dans ce compartiment le long extenseur de l'hallux, donc du gros orteil qui lui, comme le long extenseur des orteils, s'insère à la phalange distale du gros orteil, donc de l'hallux. Au milieu de ces 3 muscles, on va retrouver le paquet vasculo-nerveux, donc avec le nerf fibulaire profond et les veines et artères tibiales antérieures. Le nerf fibulaire profond, il provient du nerf fibulaire commun qu'on appelle aussi sciatique poplité externe. Et en fait, le sciatique poplité externe, il va donner du coup le fibulaire profond qui innerve le compartiment antérieur et le fibulaire superficiel qui lui va innerver le compartiment latéral. Donc le compartiment latéral, il est composé essentiellement de 2 muscles, le long fibulaire et le court fibulaire. Le long fibulaire, c'est celui qui est le plus superficiel et le plus volumineux au niveau de cette coupe. Et en fait, c'est lui qui va avoir le trajet tendineux le plus long. Donc, ils ont plus ou moins les mêmes trajets jusqu'à passer sous la malléole externe. Et une fois qu'ils passent sous la malléole externe, ils vont avoir 2 trajets différents où le long, il va vraiment croiser sous le pied pour aller s'insérer au niveau de la base du premier métatarse et du cunéiforme médial. Et le court, il va aller tout droit vers l'astyloïde du 5e métatarse. Et ces 2 muscles-là, c'est ceux-là qui vont éviter en fait qu'on ait des lésions trop importantes au niveau d'une entorse de cheville par exemple, puisque quand on a un mouvement d'entorse classique externe, ça va stimuler nos mécanorécepteurs et comme on a vu en neuro avec le réflexe un peu comme des réflexes ostéotendineux, la tension va être rapidement détectée et on va avoir un réflexe de contraction de ces muscles qui vont ramener notre cheville normale pour limiter les lésions. Et enfin, le compartiment postérieur, on peut le subdiviser en 2 parties, une partie superficielle et une partie profonde. Pour commencer avec la partie profonde, on va retrouver le tibial postérieur qui est vraiment accolé à la membrane interosseuse et qui est très intéressant comme muscle puisqu'il s'insère sur beaucoup d'os du tarse dans son insertion distale parce qu'il s'insère sur les 3 cunéiformes, sur le naviculaire, et sur les bases des 2, 3 et 4e métatarses. Et donc, toutes ces insertions permettent de maintenir stable tous les petits os du pied entre eux. Ensuite, en dessous et du côté plutôt péroné latéral, on aura le long fléchisseur de l'hallux. Et du côté plutôt tibial médial, on aura le long fléchisseur des orteils. Et donc, ces 2 muscles-là vont devenir tendons,
vont passer sous la malléole interne. Et sous la malléole interne, en fait, ils vont devoir faire un espèce de croisement puisqu'ils ont des cibles différentes et que là, le muscle long fléchisseur de l'hallux, il a plutôt une position latérale, sauf que l'hallux est plutôt médial. Donc il va devoir croiser son chemin et il va croiser celui aussi du coup du long fléchisseur des orteils. Pour venir un peu plus en superficie, on va retrouver du coup le solaire qui est monoarticulaire comme muscle et les gastrocnémiens ou jumeaux qui eux sont biarticulaires, c'est-à-dire qu'ils ont un effet sur le genou et sur la cheville. On aura aussi le muscle plantaire grêle mais qui est accessoire et pas très important, qui est biarticulaire aussi mais qui a une insertion commune avec le solaire et les gastrocnémiens au niveau du tendon d'Achille. Voilà l'équipe, c'est fini pour la petite vidéo locaux. Juste un mot pour vous dire qu'au niveau de l'histo, pour moi c'est méga intéressant de revoir, que ce soit en euros ou en locaux, les vidéos des TP d'histo, parce qu'ils ont fait des petites vidéos avec des dessins qui sont très bien faites. Pour la biophy, c'est cool, donc on commence à avoir l'habitude de savoir comment étudier cette matière-là. Et j'ai pas trop vu la main et le pied dans la vidéo parce que c'est des zones qui sont méga techniques. Mais il y a des vidéos de dissection par le professeur Carlier qui sont dispo dans la rubrique des TP d'ANAT. Et aussi refaire les TP d'ANAT, ça peut permettre d'intégrer un petit peu mieux la matière, que ce soit avec les modèles 3D, mais aussi justement avec des dissections ou avec les dessins de Monsieur Radermacher aussi qui peuvent servir. Donc voilà, l'ANAT, ça s'intègre avec différentes plateformes, c'est pas juste en faisant un truc qu'on va y arriver, c'est en travaillant, même si ça prend du temps, avec différentes plateformes et on va réussir à intégrer tout ça comme il faut. Voilà, courage, ciao!